L'histoire commence lorsque notre protagoniste, Kai, regarde une fille enchaînée et se demande si elle est un démon ou un ange. La jeune fille lui demande de l'aide, mais Kai n'arrive pas à croire qu'elle puisse demander de l'aide à un humain. Les humains et les autres races se sont livrés une guerre féroce. Cette fille ne semble pas le savoir, et Kai est frustré parce que personne ne semble se souvenir de ce qu'est le monde réel. Un coup d'œil en arrière montre Kai en train d'effectuer sa tâche habituelle de surveillance d'un cimetière. Ses amis lui demandent de se dépêcher, mais Kai prend son travail très au sérieux. Dans ce monde, il existe 5 races distinctes, les démons, qui possèdent de puissants pouvoirs magiques. Les célestes, qui sont des démiurges tels que les anges et les elfes. Les esprits, qui sont des créatures possédant des corps particuliers, comme les fantômes. Les bêtes mythiques, qui sont des monstres colossaux et féroces tels que les dragons. Et enfin, les humains. Une guerre a éclaté entre les 5 races, et il est extrêmement important de veiller à ce qu'une autre grande guerre ne se reproduise pas. Kai appartient à la Fédération d'Urza, qui a l'obligation d'observer le cimetière où les démons ont été enfermés. Kai observe le cimetière pendant 300 secondes comme d'habitude et détermine que rien n'est étrange, donc les démons sont correctement scellés. Ashuran, le collègue de Kai, ne comprend pas pourquoi Kai prend son travail si au sérieux, mais Saki lui fait remarquer que c'est une bonne chose pour eux, car ils peuvent se détendre. Aucun démon ne s'est échappé du sceau au cours des 100 dernières années, mais Kai rappelle à ses collègues que c'est toujours leur travail. Il y a 4 cimetières dans le monde, et Kai souligne que les personnes qui en ont la charge prennent leur travail tout aussi sérieusement. En effet, si un démon s'échappait, ce serait une catastrophe. Ses amis aimeraient qu'il se calme parce qu'aucun démon n'a brisé le sceau depuis un certain temps, mais Kai ne veut pas baisser la garde et déclare que surveiller le cimetière est son devoir. Un peu plus tard, nous assistons à l'entraînement de Kai, mais il est averti qu'un soldat de Baran comme lui utilisant une bête mythique pour s'entraîner est incroyablement dangereux. Kai se bat tout de même, mais il constate que ses attaques ne fonctionnent pas contre la bête. Saki s'inquiète et désactive l'hologramme. Elle souhaite que Kai n'aille pas si loin. Kai pense qu'il serait inutile de s'entraîner s'il ne risquait pas tout. Saki admire sa détermination et pense que s'il avait vécu pendant la Grande Guerre, son nom serait entré dans les livres d'histoire. Kai serait comme le prophète Sid, mais Kai ne se voit pas gagner contre les 4 héros comme Sid l'a fait. Saki décrit chacun des héros des 4 races, et elle ne peut imaginer ce qu'ils feraient s'ils étaient encore là. Heureusement, le prophète Sid a pu les vaincre grâce à l'épée brillante que lui a donnée un dieu nommé Solaka. Il existe de nombreuses preuves de l'existence des 4 héros, mais il n'y a aucune preuve de l'existence de prophète Sid. Il n'y a ni photo ni vidéo de lui. Saki change de sujet, car leur amie Jeanne est promue et elle veut fêter cela. Jeanne est transférée au quartier général à seulement 17 ans, et elle est la plus jeune personne de l'histoire à avoir été sélectionnée. C'est une élite parmi les élites, alors ils doivent lui offrir plus qu'un bouquet, comme l'a suggéré Ashuran. À ce moment-là, Kai reçoit un message de Jeanne, qu'Ashuran lit à haute voix. Jeanne veut rencontrer Kai, mais elle veut qu'il garde le secret vis-à-vis de Saki et d'Ashuran. Kai tente d'étouffer l'affaire en disant que le message ne vient pas vraiment de Jeanne, mais il est trop tard, et Ashuran se demande si Kai n'a pas une relation secrète avec Jeanne. Les amis tentent d'obtenir plus d'informations, mais Kai décide d'aller courir. Le lendemain matin, Kai rencontre Jeanne, et il est heureux de voir qu'elle est à l'heure, car elle est généralement en retard pour tout. Elle se demande pourquoi Kai porte des vêtements aussi élégants alors qu'il n'est pas en service, et il lui explique qu'il vient juste de faire son entraînement matinal, qu'il fait tous les jours. Jeanne lui demande de l'accompagner pendant qu'elle fait quelques courses, et elle explique qu'elle cherche des cadeaux pour Saki et Ashuran. Elle sait qu'ils ont l'intention de lui offrir quelque chose, alors elle veut leur donner quelque chose en retour. Jeanne dit qu'elle ne les reverra probablement jamais, mais Kai l'assure qu'elle reviendra en tant que cadette après son transfert dans 2 ans. Jeanne prédit qu'ils auront alors terminé leur service militaire et qu'ils seront devenus des civils. Seuls Kai et elle seront probablement encore dans l'armée. Kai est d'accord avec elle, mais il voit bien qu'elle est contrariée. Il sait ce qui ne va pas et lui dit de ne pas s'inquiéter, car il est sûr qu'elle dépassera son père, le chef du quartier général d'Urza. Il continue à profiter de la journée, mais Kai ne prête pas beaucoup d'attention à ce que Jeanne achète, car il cherche quelque chose pour lui-même. À la fin, Jeanne remercie Kai de l'avoir aidé à choisir de bons cadeaux. Ils discutent ensuite de la façon dont le père de Jeanne a emmené Kai inspecter le cimetière lorsqu'il avait 10 ans. Il s'est promené dans le cimetière et, à son retour, il a raconté à tout le monde qu'il avait vu l'épée de Sid. Kai se souvient de ce qui se passait à l'intérieur du cimetière et du fait qu'il avait failli toucher l'épée brillante. C'est ce jour-là que Kai a commencé à parler de l'importance de veiller à ce que les démons ne s'échappent pas du cimetière. Jeanne se demande où ils seront dans le futur, mais Kai lui fait remarquer qu'elle sera simplement de retour dans 2 ans. Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire, car elle parle de l'après. Jeanne veut qu'il fasse une promesse pour l'avenir, mais Kai commence à paniquer car quelque chose d'étrange commence à se produire. Jeanne n'a aucune idée de la raison pour laquelle il se comporte si bizarrement, et Kai commence à demander s'il est le seul à voir ce qui se passe. Jeanne continue de parler comme si de rien n'était, mais Kai est horrifié de la voir aspirer dans un trou noir.
À ce moment-là, une voix mystérieuse annonce que la réincarnation du monde a été activée et qu'il est temps d'exécuter l'annulation du monde. Quelques instants plus tard, Kai sans Sormay se retrouve dans un monde sombre et détruit. Il est surpris par l'apparition d'un démon gigantesque et terrifiant. La bête redoutable lance une attaque magique sur Kai, qui parvient tout juste à survivre en utilisant son étui à épée comme bouclier. Kai n'arrive pas à croire qu'un vrai démon se tient devant lui et prépare une autre attaque puissante. Kai se précipite sur son épée et y charge rapidement quelques balles. Son arme est assez diversifiée puisqu'il est capable de tirer des balles à partir de celle-ci, et il annule la magie du démon. Le démon peut parler et est choqué par la capacité d'annulation de Kai. Kai explique qu'il a utilisé des balles elfiques modifiées, créées grâce à la magie elfique. Le démon continue d'attaquer, mais Kai fait preuve d'une incroyable intrépidité en réduisant l'écart entre lui et le démon. L'épée de Kai ne parvient pas à pénétrer la peau du démon, mais il en profite pour tirer à bout portant. Kai, épuisé, explique que la balle qu'il vient d'utiliser est la balle Drake modifiée qui reproduit le souffle des bêtes mythiques. C'était la première fois qu'il l'utilisait, mais Kai est heureux de constater qu'il est capable de se déplacer comme il le fait à l'entraînement. Cette victoire l'a conforté dans l'idée qu'il peut combattre des démons en chair et en os. À ce moment-là, un autre démon apparaît et déclare qu'il est ridicule qu'un humain pense pouvoir vaincre des démons. Kai est impressionné par la façon dont le démon parle le français, mais le démon explique que la façon la plus efficace de donner des ordres à un esclave est d'utiliser sa propre langue. Kai ne comprend pas pourquoi le démon le traite d'esclave, mais il n'a pas le temps de réfléchir. Le démon dit que Kai sent mauvais et se prépare à l'éliminer. À ce moment-là, quelqu'un sauve Kai à l'aide d'un flashbang, et il s'enfuit. Cette fille dit à son groupe que le vagabond a été mis en sécurité et qu'elle doit savoir d'où vient Kai. Kai est choqué de voir que cette fille est Saki, mais elle ne sait pas comment il connaît son nom. Kai lui rappelle qu'ils sont amis, mais elle ne l'a jamais vu auparavant, et Ashuran non plus. Kai ne comprend pas pourquoi ils ne se souviennent pas de lui, alors il leur rappelle qu'ils sont de la même agence. Ils ne comprennent pas de quoi il parle et lui expliquent qu'ils sont simplement des soldats de la résistance. Kai est maintenant le seul à être confus, alors Saki poursuit en disant qu'ils font partie de l'armée rebelle humaine. Cela ne fait qu'accroître la confusion, et Kai leur demande de lui raconter tout ce qu'il y a à savoir sur ce monde. Ashuran et Saki supposent qu'il est juste troublé d'avoir affronté un démon et qu'il a dû oublier des choses, alors ils essaient de l'aider à se souvenir. Ils lui expliquent qu'il y a eu une grande guerre entre les 5 races et que l'humanité a perdu. Kai est choqué, bien sûr, car dans son monde, c'est l'humanité qui a gagné. Ashuran poursuit en disant qu'ils ont perdu une guerre il y a plus de 30 ans, et que les villes du monde entier ont été prises par les 4 autres races. Quant aux humains, ils parviennent à peine à survivre en courant et en se cachant. Les 4 autres races dominent désormais le monde et se disputent les territoires. Ashuran et Saki présentent ensuite à Kai la ville humaine appelée Néo-Vazal. Un groupe d'humains s'est emparé d'un espace souterrain encore intact et l'a transformé en ville souterraine. La résistance protège les habitants en luttant contre les 4 races. Kai se demande pourquoi les humains ont perdu la Grande Guerre, mais pour Ashuran et Saki, c'est assez évident. Il souligne la puissance du démon qu'il vient de voir et explique qu'ils attaquent les humains en groupe, et que les humains n'ont aucune chance de les vaincre. De plus, chaque race possède un chef puissant qu'elle appelle un héros, et ces héros sont des individus incroyablement forts. Tout cela semble assez familier à Kai, qui se demande alors ce qui est arrivé au prophète Sid, le sauveur de l'humanité. Kai est choqué d'entendre qu'ils n'ont jamais entendu parler du prophète Sid, alors il explique qu'il est censé être le héros humain qui a vaincu les 4 races. Ashuran fait remarquer à juste titre que s'ils avaient quelqu'un comme lui, ils ne seraient pas obligés de vivre sous terre comme ils le font. À ce moment-là, le noyau principal arrive et Ashuran explique qu'il y a plusieurs villes humaines dans le monde. Il y a des groupes de résistance dans chacune d'entre elles, et ils sont supervisés par le noyau principal. Le commandant de la résistance est quelqu'un qui a sauvé de nombreuses vies, et Kai n'en croit pas ses yeux lorsque cette personne s'avère être Jeanne, surtout parce que tout le monde pense qu'elle est un homme. Ashuran et Saki présentent Kai au commandant et lui expliquent que sa mémoire est un peu floue. Jeanne commence à partir, mais Kai n'en peut plus et l'en empêche. Il tente de lui rappeler qui il est et comment ils ont fait du shopping il y a quelques instants. Jeanne, bien sûr, n'a aucune idée de ce dont il parle et suppose qu'il la prend pour quelqu'un d'autre. Kai ne peut pas croire qu'elle ne sait vraiment pas qui il est, alors il lui demande pourquoi elle fait semblant d'être un homme. Jeanne est choquée d'entendre cela, et Kai lui rappelle qu'elle voulait surpasser son père en tant que fille. Un soldat nommé Fallon l'arrête et Jeanne décide de partir. Les nouveaux amis de Kai s'inquiètent pour lui et lui disent qu'il devrait se reposer. Cette nuit-là, Kai examine des documents historiques et constate que les seuls documents manquants sont ceux de lui-même et du prophète Sid. C'est alors que Kai prend conscience de quelque chose. Si Sid n'a jamais existé et que l'humanité a perdu la Grande Guerre, pourquoi les cimetières qui enferment les 4 races existent-ils encore? Le lendemain, Kai interroge Saki sur les cimetières, mais elle n'en a jamais entendu parler. Ashuran laisse Kai emprunter la voiture, ce qui contrarie Saki, mais Ashuran dit que c'était juste un réflexe. Kai arrive au cimetière et pense que c'est la première fois qu'il y va seul. Il est surpris de constater que la pierre de blocage a été enlevée,
et il entre à l'intérieur. L'obscurité se transforme rapidement en lumière, et Kai est stupéfait de voir l'épée brillante posée là. Cela lui prouve que les légendes de Sid doivent être vraies. Kai retire l'épée du manteau, et une voix forte lui donne la clé de coordination du monde et l'appelle le détenteur de code. À ce moment-là, une gigantesque porte brillante s'ouvre devant lui et Kai entend une jeune fille appeler à l'aide. Kai est choqué de voir qu'il n'est plus dans le cimetière, et il monte de grands escaliers. En haut, il trouve une tonne de chaînes utilisées pour retenir une seule fille. Ses ailes semblent appartenir à la fois à des démons et à des anges, et la jeune fille supplie Kai de la libérer de ses chaînes. On dirait que la fille dit s'appeler Reine, mais Kai n'en est pas sûr car elle s'évanouit. Kai ne pense pas qu'elle ressemble à un démon, alors il cherche un moyen de la libérer. Kai l'avertit qu'elle ne doit pas l'attaquer après qu'il l'ait libérée, mais il se rend compte qu'il n'est pas capable de briser les chaînes. Une attaque plus puissante échoue également, si bien qu'il n'a plus d'autres options, car il n'a pas d'autre arme. À ce moment-là, Kai se demande s'il peut utiliser l'épée lumineuse et prononce les mots Code Holder. Son arme se met alors à briller, et Kai est choqué de voir qu'elle se transforme en l'épée de Sid. L'utilisation de l'épée provoque d'énormes dégâts, et les chaînes sont facilement brisées. La jeune fille est libérée, mais Kai est surpris de la voir s'éloigner de lui. Elle crie avec colère qu'une certaine Vanessa doit sortir et déclare qu'elle n'a pas encore perdu contre elle. Elle pense que Kai est une mauviette, un démon de Baran que Vanessa a envoyé pour la vaincre, alors elle l'attaque et lui demande de faire sortir Vanessa. Kai parvient à esquiver sa première attaque, mais la seconde est terrifiante. À ce moment-là, Kai entend une voix dire que le détenteur du code peut sauver le destin. Kai utilise l'épée lumineuse et choque la fille en tranchant son attaque. Kai se surprend lui-même, et la fille demande à savoir ce qu'il vient de faire. Elle le traite encore de faible démon, mais Kai lui montre qu'il n'a pas d'aile ni de queue. Kai lui demande de commencer à lui faire confiance, et elle s'excuse. Elle en veut beaucoup au démon, ce qui fait comprendre à Kai qu'elle ne doit pas en être un. Kai se demande quelle est sa race, mais elle ne pense pas que cela soit important. Elle le remercie de lui avoir sauvé la vie et s'excuse même d'avoir attaqué Kai, mais elle les supplie de ne pas poser de questions sur sa race. Il se présente et Ren explique qu'elle ne sait pas où ils sont. Elle se battait contre Vanessa, et avant même de s'en rendre compte, elle a été emprisonnée dans cet endroit. Kai est choqué car Vanessa est l'héroïne des démons, et elle est connue sous le nom de Dark Empress. Cela signifie que Ren est très forte, et elle déclare avec assurance qu'elle pourrait anéantir toute une armée de démons. Ren est étonné par Kai d'avoir annulé sa magie, mais ils sont interrompus par l'apparition d'un monstre. Ce monstre ressemble à un robot lorsqu'il annonce que le niveau de menace qu'il représente pour le nouveau monde est le pire. Ils parviennent à peine à esquiver les attaques du monstre, et décident donc de s'enfuir pour sauver leur vie. S'enfuir s'avère difficile, car le monstre est capable de se téléporter et de capturer Ren. Ren hurle de douleur alors que le monstre commence à l'éliminer, et Kai est furieux d'être resté là à regarder. Sa frustration le pousse à agir, il dit à Sid qu'il va lui emprunter son épée, et son incroyable attaque libère Ren. Le monstre est stupéfait de voir l'épée interdite et se demande ce qu'elle fait là. À ce moment-là, un portail s'ouvre et Kai et Ren retournent dans le monde. Ren exprime sa peur et révèle que c'est la première fois que quelqu'un fait une chose pareille pour elle. Les célestes, les esprits et même les bêtes mythiques lui ont dit qu'elle n'était pas l'une d'entre eux. Les démons ont été les plus cruels à son égard, car ils l'ont traité d'abomination disgracieuse. C'est ce qui l'a poussé à se battre avec Vanessa. Kai peut comprendre cette situation, car personne ne se souvient de lui et il a l'impression d'être seul au monde. Kai dit que son monde était totalement différent parce que dans celui-ci, les démons ont pris le contrôle de toutes les villes. Ren explique alors que dans sa version du monde, les démons n'ont pas pris le contrôle. Juste avant son combat contre Vanessa, les démons ont commencé à dire que le héros des humains venait d'arriver. Kai est incrédule, car il pense qu'il s'agit de Sid, mais Ren ne sait pas de qui il s'agit. Kai est tout de même soulagé car Ren semble se souvenir de la même histoire que lui. Kai pense qu'ils sont assez semblables, et Ren est heureuse de l'entendre car personne ne lui a jamais dit cela auparavant. Dehors, Ren s'effondre et Kai lui propose de l'emmener dans la ville souterraine. Mais Ren a peur d'aller dans une ville humaine, car elle ne peut faire confiance à personne. Mais Ren fait confiance à Kai, qui lui a sauvé la vie, et elle accepte de l'accompagner. De retour dans sa chambre, Kai pense à la difficulté qu'a eu Ren à faire le voyage de retour. Elle a réussi à cacher ses ailes, mais elle se fait toujours remarquer. Elle a même essayé d'utiliser la magie en plein milieu de la ville, mais Kai ne peut pas lui en vouloir parce qu'elle est entourée d'étrangers dans un endroit étrange. L'arme de Kai est redevenue normale, et il envisage d'essayer de la changer à nouveau. Mais il est interrompu lorsque Ren a besoin d'aide pour fermer la douche. Ren trouve vraiment injuste que les humains se douchent avec de l'eau si chaude, car elle avait l'habitude de se doucher dans des lacs et des rivières glacées. Un lit moelleux est également quelque chose de nouveau pour elle. Elle a remarqué que la ville de la surface était en ruine, ce qui montre bien que les démons ont vraiment pris le pouvoir. Kai a également déterminé que ce monde est un monde où le résultat de la guerre entre les 5 races est inversé. Ren dit simplement qu'ils doivent s'échapper de ce monde et retourner dans le leur avec l'histoire correcte, mais Kai n'est pas sûr qu'il y ait un moyen de le faire. Au milieu de la nuit, Ren se réveille et annonce que les démons sont arrivés.
La ville est attaquée et les citoyens sont priés d'évacuer immédiatement vers un abri. Il s'agit d'une invasion de race ennemie, et Kai émerge pour voir à quel point les choses sont terrifiantes. Kai savait que cette version du monde était en mauvais état, mais en voyant à quel point l'humanité a été acculée, il réalise à quel point la situation est désastreuse. Le pire, c'est qu'il n'y a personne qui puisse sauver l'humanité. Ren s'accroche à Kai, mais il s'excuse et lui dit de le laisser partir. Il a compris qu'il n'y a qu'une seule personne dans ce monde qui peut jouer le rôle de Sid, et c'est lui. Les démons continuent de terroriser la ville, et toutes les attaques contre eux échouent. Saki est envoyé chercher une arme plus puissante, mais elle se retrouve rapidement en danger. Un démon est sur le point de l'éviscérer, mais Kai parvient à la sauver juste à temps. Saki est choqué lorsque Kai lui dit d'utiliser l'eau contre ces démons, et il lui explique que l'eau les empêche de voler. À ce moment-là, Ashuran est en danger car il commence à être transformé en pierre, mais Kai le sauve également. Kai est attaqué par 2 démons, mais il évite le danger de façon magistrale et les soutient avec une attaque magique. Kai est impressionné par la puissance de la jeune femme, qui déclare vouloir se battre à ses côtés. Les amis de Kai n'ont jamais vu d'attaque comme celle que Kai utilise, alors Kai explique qu'il vient d'un monde où les humains ont gagné la grande guerre des 5 races. Son style de combat et les balles qu'il utilise viennent de ce monde. Ses amis ont du mal à le croire, mais ils sont interrompus lorsqu'un rapport révèle que 2 démons se sont échappés. Cela signifie que les démons n'ont fait qu'explorer la ville et qu'ils reviendront probablement avec d'autres démons. Ils doivent faire un rapport au quartier général de l'armée rebelle et demandent à Kai de les accompagner. Kai est d'abord hésitant, mais ses amis sont persuadés qu'il n'y aura pas de problème grâce à sa puissance. Le quartier général se trouve dans la capitale royale. La capitale royale a été détruite, mais c'est l'endroit idéal, car les démons ne s'attendraient jamais à ce que le quartier général se trouve dans un endroit en ruine. Kai apprend alors que Jeanne a pris la tête des rebelles après que son père se soit retiré à la suite d'une blessure. Kai rencontre Jeanne et les autres chefs, mais ils ont du mal à croire qu'il vient d'un autre monde où l'humanité a vaincu les démons. C'est tellement incroyable que certains membres s'énervent. Kai révèle alors que dans son monde, il était l'ami d'enfance de Jeanne, et c'est pourquoi il a agi comme s'il se connaissait auparavant. Kai mentionne des noms qui semblent gêner Jeanne, et celle-ci met fin à la réunion. Plus tard, Kai apprend que Jeanne souhaite les rencontrer à nouveau en secret. Les informations de Kai sur la faiblesse des démons face à l'eau ont été incroyablement utiles, et il pourrait croire ce qu'il dit s'il continue à avoir raison. Kai rencontre ensuite Jeanne, qui lui révèle qu'il avait raison, qu'elle est une fille. Les seules personnes qui savent qu'elle est une femme sont Fiona et quelques cadres chevronnés. Il s'avère que les noms que Kai a mentionnés plus tôt sont les surnoms que Jeanne utilisait pour son père et son grand-père. C'est assez convaincant pour que Kai vienne d'un autre monde, mais Jeanne reste sceptique. Les connaissances de Kai et ses aptitudes au combat pourraient s'avérer utiles, alors lui faire confiance vaut la peine. Jeanne lui révèle alors qu'elle a besoin de son aide. Il prévoit de faire équipe avec les 5 autres villes pour encercler et repousser les démons qui tentent de les envahir. S'ils y parviennent, ils n'auront pas à abandonner leur ville. Ren craint que les représailles ne fassent qu'attirer plus de démons dans la ville, et si un démon de haut rang décide de se montrer, il pourrait faire exploser toute la ville d'un seul coup de sa magie. Jeanne est frustrée car elle sait déjà tout cela, mais elle a décidé qu'il n'avait pas d'autre choix. Kai surprend tout le monde en suggérant qu'il n'y a qu'un seul démon qu'il devrait viser, et c'est le héros des démons, l'impératrice des ténèbres Vanessa. Jeanne n'arrive pas à croire qu'il ait vraiment suggéré cela, car Vanessa est un monstre absolu. Il y a 30 ans, elle a anéanti les forces de défense de la capitale et occupé seule le palais du gouvernement. Kai sait à quel point elle est dangereuse, mais il sait aussi que la seule chose qui puisse fonctionner contre un monstre comme elle est l'épée de Sid, le détenteur de code. En raison de la dangerosité de son idée, Kai propose que Ren et lui soient les seuls à combattre Vanessa directement. Il explique que dans son monde, un homme nommé Sid a vaincu Vanessa tout seul. Jeanne se demande si Kai est capable de faire la même chose, mais il l'espère seulement. Jeanne se demande alors pourquoi Kai fait tout ça, et il reconnaît que c'est un peu fou de sa part de se mettre en danger pour un monde auquel il n'appartient pas. Cependant, Kai y a beaucoup réfléchi. Ses amis se sont battus si durement pour leur vie, et il ne pourrait pas s'échapper et retourner dans son monde s'il ne faisait pas quelque chose pour les aider. Kai revient sur son plan et explique que les forces démoniaques sont surtout déployées près de la frontière parce qu'elles veillent sur les 3 autres races et ne s'inquiètent pas trop des humains. Les démons qui se trouvent près de la capitale royale ne représentent probablement que 10% des forces démoniaques. Pendant qu'il combat Vanessa, il aimerait que l'armée rebelle occupe les autres démons. Jeanne est persuadée qu'ils peuvent occuper les démons pendant quelques heures, mais elle est certaine que beaucoup de vies seront perdues dans le processus. À ce moment-là, Fiona révèle que derrière le palais se trouve une ligne de métro privée que la famille royale utilisait comme refuge. Personne ne le sait et c'est le père de Jeanne qui a eu l'idée de l'utiliser contre les démons. À l'époque, personne n'était assez fort pour combattre les démons, il a donc abandonné son projet. Le père de Jeanne ne l'a probablement pas dit à Jeanne parce qu'il ne voulait pas qu'elle se lance dans un projet aussi téméraire. Jeanne n'arrive pas à croire que Fiona ait gardé le secret, et Fiona admet qu'elle s'est mise à faire confiance aux capacités de Kai.
Jeanne déclare donc qu'il est temps de défier le héros des démons et de reprendre la fédération d'Urza. Alors que le groupe se prépare pour sa mission, Ren se dit qu'elle déteste toutes les races et qu'elle se déteste elle-même le plus parce qu'elle est faite de tout ce qu'elle déteste chez les races. Kai est la seule personne qu'il ait jamais embrassée, elle espère donc qu'il ne mourra pas au cours de cette dangereuse mission. L'armée rebelle se dirige ensuite vers le palais du gouvernement en empruntant le passage souterrain. Pendant que les forces principales occupent les démons, le plan consiste à libérer tous les prisonniers de la capitale et à vaincre Vanessa. Saki n'arrive pas à croire que c'est à eux quatre qu'ils doivent affronter Vanessa, mais Kai lui répond qu'ils sont les seules personnes en qui il a confiance pour le soutenir. Saki n'en est pas moins effrayée, et Ren lui promet qu'elle est assez forte pour battre n'importe qui d'autre que Vanessa. Si elle se retrouve seule face à Vanessa, Ren déclare qu'elle s'autodétruira et emportera Vanessa avec elle. Ashura craint d'être détectée par les démons, mais Kai explique que les démons ne sont sensibles qu'à la magie. Les humains n'ont pas de capacité magique, il devrait donc être plus difficile pour eux de se faire remarquer. Ashura est si nerveux que ses mains tremblent, mais il sait que s'ils parviennent à vaincre les démons, tout le monde parlera d'eux. Ils seront félicités et peut-être même récompensés. Après un long trajet, Jeanne fait un discours inspirant à son armée de rebelles. Elle rappelle qu'ils se battent contre les démons depuis toujours, et que tout cela n'était que la préparation de ce jour. Jeanne déclare qu'il est enfin temps pour eux de sortir de leur sombre sous-sol et de se faire entendre. Tout le monde est d'accord et Jeanne mène la charge vers la surface. Kai est choqué de voir à quoi ressemble le palais du gouvernement, qui grouille de démons. L'un d'entre eux utilise une attaque magique, mais Kai l'a déjà vu auparavant et il la contre-attaque. Il parvient à l'achever rapidement, mais plusieurs autres démons font leur apparition. Kai et Ren se font signe qu'ils savent exactement quoi faire, et ils utilisent une puissante attaque combinée pour anéantir un SM de démons. Tout le monde est surpris par l'attaque, et Kai explique qu'il a utilisé une balle fabriquée dans son monde pour combattre des groupes d'ennemis. Kai décide qu'il est temps pour lui de partir à la recherche de Vanessa, et qu'il commencera par le dernier étage du côté nord. Mais l'escalier nord s'est effondré et ils devront franchir 10 volets de marche au sud. Jeanne donne ensuite des instructions aux autres groupes. Le groupe 1 est chargé de veiller à ce qu'aucun démon n'entre dans le palais, et le groupe 2 de sauver les prisonniers dans les souterrains. En montant les escaliers, Fallon révèle qu'elle n'a pas vu Kai appuyer sur la gâchette de son arme lorsqu'il a lancé son attaque contre les SM de démons. Il est impossible que l'attaque provienne de son arme, et Fallon commence à soupçonner que Kai ne leur dit pas quelque chose à propos de Ren. Jeanne interrompt la conversation et évoque le fait que Kai va défier Vanessa en 1 contre 1. Elle espère que Kai ne reviendra pas sur sa parole, et il l'assure que ce ne sera pas le cas. À ce moment-là, Ren aperçoit un petit diablotin qui invoque un grand démon. Ce démon est manifestement très dangereux, puisqu'il attaque un membre du groupe, mais Fallon entre en action pour trancher les doigts du démon, et elle sauve l'homme. Fallon dit aux autres d'aller de l'avant car elle peut facilement s'occuper de cette bête, et Jeanne leur dit qu'ils la reverront au sommet. Ailleurs, la mission se déroule bien, le groupe 2 entre en contact avec les prisonniers et le groupe 1 combat quelques démons. De retour dans notre groupe, tout le monde s'inquiète lorsqu'une attaque est dirigée contre Jeanne. Jeanne n'est pas touchée, mais elle explique qu'elle porte une armure elfique. Quand il s'agit de résistance à la magie, il n'y a rien de mieux. Jeanne dit à Kai d'aller de l'avant, et il promet de tenir sa promesse de vaincre Vanessa. Ils partent et Jeanne déclare que l'adversaire du démon est le chevalier de la lumière sacrée. Le groupe de Kai n'est plus que 4 et ils enfilent des brassards qui empêcheront les démons de les voir. Ren est sur le point de révéler son secret en expliquant qu'elle a utilisé de la magie de barrière sur les brassards, mais Kai l'en empêche. Ils inventent un mensonge sur la façon dont cela fonctionne et disent simplement que cela réfracte la lumière et les cache. C'est alors qu'un monstre terrifiant apparaît, et Ren rappelle à tout le monde de rester silencieux. La bête s'approche vraiment d'eux, mais ils sont cachés par leurs manches, et le monstre s'en va. Kai dit alors à Saki et Ashura d'attendre dans une salle de repos. S'il semble que Kai va perdre son combat contre Vanessa, ils devront éteindre toutes les lumières pour que Kai et Ren puissent s'enfuir. Le groupe se sépare alors qu'une alarme retentit peu après. Ren n'a aucune idée de la façon dont ils ont pu être trouvés, alors Kai pense qu'il doit y avoir des capteurs infrarouges dans le bâtiment. Un démon apparaît devant eux et traite Ren de hideux parce qu'il a des ailes étranges. Kai le fait taire et exige de savoir comment ils ont été trouvés. Le démon révèle que c'est Vanessa qui a eu l'idée d'utiliser le système de surveillance des humains. Il explique que Vanessa était en fait ravie de voir les humains envahir les lieux, et qu'elle est curieuse de savoir pourquoi ils ont décidé de mettre fin à leur jour de cette façon. Kai veut que le démon les conduise à Vanessa puisqu'elle est si heureuse de leur présence, mais le démon préfère s'amuser lui-même. Il prépare une attaque et Kai est choqué lorsque Ren s'empare de lui. Elle jette Kai sur le côté et lui dit de continuer sans elle. Kai refuse, mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle lui promet d'être derrière lui et utilise sa magie de glace pour séparer Kai du combat. Kai est furieux, mais il n'a pas d'autre choix que de continuer. Le démon peut sentir toutes les races venant de Ren, il ne peut que se demander ce qu'elle est. Ren explique qu'elle ne sait même pas ce qu'elle est, mais elle sait qu'elle déteste les démons. Ren prépare une attaque et déclare qu'elle veut juste être avec Kai. Si les démons ont l'intention d'interférer avec cela, elle les éliminera.
Kai atteint le dernier étage et est accueilli par la sombre impératrice Vanessa. De retour auprès de Jeanne, son groupe fait de son mieux, mais le démon les remarque à peine et les traite de faibles. L'une de ses attaques de feu ne fait rien à Jeanne, et il est choqué de constater qu'elle porte une armure elfique. Jeanne change alors son arme pour un arc long, et l'attaque qu'elle déclenche fait des dégâts dévastateurs. Le démon n'arrive toujours pas à croire qu'elle a utilisé des objets magiques elfiques et angéliques, car s'ils sont utilisés par des humains incapables de magie, leur source de vie sera entamée. Le démon se moque d'elle pour avoir sacrifié sa vie, mais elle met fin à la sienne. Jeanne ne regrette pas sa décision, car c'est le genre de détermination dont un humain a besoin pour vaincre un démon. De plus, son sacrifice n'est rien comparé à celui de Kai, qui affronte un héros démoniaque. À ce moment-là, une autre bête terrifiante menace de prendre la vie de Jeanne, mais Phalon arrive pour la sauver. Les démons savent à quel point Phalon est dangereuse et l'appellent Dragonard. La situation à l'extérieur ne cesse de s'aggraver et les filles décident que tout dépend du combat de Kai contre Vanessa. De retour auprès de Kai, Vanessa révèle qu'elle est un succube. Elle propose d'aimer Kai, mais ce dernier lui fait remarquer qu'elle n'aime que le massacre. Vanessa le prend pour le guerrier qui porte l'armure elfique, mais Kai lui explique qu'il vient d'un monde où l'histoire a annoncé sa défaite. Elle refuse de croire qu'un tel monde existe, et elle est encore plus choquée lorsque Kai lui dit que ce sont les humains qui ont gagné la guerre des races. Cela la fait bien rire, car les autres races sont bien plus puissantes que les humains, et elle se demande qui l'a vaincu. Kai prononce le nom du prophète Sid, et elle commence à murmurer des choses comme si elle se souvenait de certaines choses à propos de Sid. Elle dit que ce n'est rien et se prépare au combat. Kai annule rapidement sa magie et déclare qu'elle prend les humains trop à la légère. Sa contre-attaque ne donne rien, car Vanessa utilisait la magie d'illusion. Elle est impressionnée par l'arme de Kai, qui contrecarre sa magie et déclenche une attaque semblable au souffle d'un drake. Son attaque suivante, très puissante, fait un trou dans le mur, et elle se maudit d'avoir manqué son coup car elle voulait éviter de détruire sa forteresse. Vanessa l'avertit qu'elle utilise une explosion capable de détruire n'importe quelle race et se demande ce qu'il compte faire à ce sujet. Elle déclenche une attaque d'une puissance inouïe et tous les habitants du palais ressentent son pouvoir destructeur. Vanessa déclare qu'il est impossible de survivre à son attaque. Seul un héros de chacune des 4 autres races peut y survivre, et elle se demande pourquoi Kai est encore en vie. Kai se dit que c'est grâce à l'épée de Sid, et Vanessa se demande d'où vient l'épée. C'est alors que Ren apparaît pour défendre Kai, mais il remarque qu'elle est gravement blessée. Ren refuse de se laisser arrêter et dit à Vanessa de venir à elle. À ce moment-là, un portail s'ouvre derrière Vanessa et le monstre à l'allure robotique de tout alors l'attrape. Il s'appelle l'Asterisé et a déterminé que Vanessa avait un fort potentiel d'influence sur ce monde, après avoir entendu le nom de Sid. Vanessa comprend ce qui se passe, mais il est trop tard car l'Asterisé a déjà commencé à supprimer le code de Vanessa de ce monde. Vanessa parvient à se libérer de son emprise et se retourne contre l'Asterisé. Vanessa traite l'Asterisé de chien d'une certaine Mafria et déclare que quelqu'un comme elle ne pourra jamais prendre sa tête. Vanessa montre l'incroyable puissance d'une héroïne en disant Skaté, et son attaque fait d'énormes dégâts. L'Asterisé est à peine en vie et s'échappe par son portail. Kai n'arrive pas à croire que cette Vanessa est le héros que Ren a combattu, mais quelque chose ne va pas. Ren dit que la Vanessa de son ancien monde n'était pas aussi effrayante que cette Vanessa. Vanessa ne comprend pas pourquoi ses blessures ne guérissent pas, mais ce n'est pas aussi important que de terminer son combat contre Kai et Ren. Vanessa se prépare à éliminer nos héros, mais Ren se précipite pour la retenir, et elle dit à Kai de s'enfuir. Elle se met dans une prison d'ombre avec Vanessa, mais cette dernière se moque d'elle parce qu'elle pensait pouvoir la retenir. Vanessa lui montre à quel point sa barrière est fragile en la détruisant, et elle se prépare à achever Ren. Kai se précipite à sa rescousse alors que Ren tente de lui dire de s'enfuir, mais Vanessa déclenche une puissante attaque sur lui. Le corps de Kai est désormais sans vie, et Ren l'appelle en pleurant. Ren sanglote de façon incontrôlée et Vanessa lui dit que Kai n'est plus en vie. Elle se demande si Ren va essayer de se venger ou de s'enfuir pour sauver sa vie. Vanessa se moque encore plus d'elle car elle pense qu'elle a perdu la volonté de vivre, mais elle est stupéfaite lorsque les blessures de Ren commencent à guérir. Ren parle d'une voix calme et terrifiante et déclare qu'elle ne pardonnera jamais à Vanessa. Ren subit une sorte de transformation, et Vanessa est stupéfaite car l'apparence chaotique de Ren semble être un mélange des 5 races. Ren lui dit simplement de se taire alors qu'elle commence son attaque, et elle parvient à repousser Vanessa. Vanessa finit par l'arrêter en riant comme une psychopathe et en disant à Ren qu'elle aurait dû utiliser cette forme depuis le début. Si elle l'avait fait, Kai aurait pu s'échapper. Vanessa estime que Ren a dû avoir peur de montrer sa vraie forme à Kai, de crainte qu'il ne la rejette. Vanessa se moque d'elle parce qu'elle est loin d'être humaine et qu'elle a peur d'être traitée de monstre. Elle reproche ensuite à Ren d'avoir hésité et d'être responsable de la mort de Kai, ce que Ren ne peut pas nier. Ren regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, mais elle sait qu'elle ne peut pas ramener Kai. À ce moment-là, Ren devient très sérieuse et dit à Vanessa qu'il est temps pour elles deux de mettre fin à leur vie. Elle prend Vanessa dans ses bras et leur jette un sort à toutes les deux. Ren explique que les gouttes de sang qui sortent de Vanessa sont des gouttes de sa vie, et que rien de ce que Vanessa peut faire ne les empêchera de s'écouler.
Le sang continuera à s'écouler jusqu'à ce que leur vie à toutes les deux s'arrête. Ren déclare que tout est fini, mais elle devient confuse et s'effondre. Vanessa explique qu'une malédiction dépend de la puissance magique de son utilisateur. Vanessa révèle alors qu'elle a préparé un sort bien avant le début de leur combat. Ce sort empêche les sorts magiques lancés par les races les plus puissantes, mais comme Ren est un mélange de toutes les races, ce sort l'affecte plusieurs fois plus. Vanessa la félicite d'avoir tenu si longtemps et la plaint de n'appartenir à aucune race. Ren est complètement vaincue et commence à s'excuser auprès de Kai, encore et encore. Vanessa en a assez entendu et utilise une attaque pour mettre fin à la vie de Ren. Elle est horrifiée lorsqu'elle voit que Kai a sauvé Ren d'une manière ou d'une autre. Kai remercie Ren d'avoir tenu bon alors qu'il était inconscient, et elle se demande si elle n'est pas en train de rêver. Vanessa fait remarquer qu'aucun humain ne pourrait survivre après avoir été touché de si près par sa magie explosive, et Kai pense à la façon dont il a été sauvé une fois de plus par l'épée de Sid. Vanessa est choquée de voir qu'il veut à nouveau la défier, et elle lui dit de prendre sa place. Elle lui rappelle qu'il n'est qu'une ordure qui a eu de la chance et qu'il a dû reculer pendant que Ren se battait pour lui. Mais cela se retourne contre lui, car Kai déclare que c'est pour cela qu'il doit la vaincre. Ren a risqué sa vie en combattant Vanessa, alors Kai déclare qu'il doit faire preuve de la même détermination. Vanessa se demande s'il a aussi quelque chose dans sa manche, et elle explique que tous les humains qu'elle a combattus ont proclamé qu'ils lui montreraient la force des humains. Mais ils se sont tous révélés être des menteurs. Vanessa énumère les héros de chaque race et explique qu'elle les reconnaît. Cependant, lorsqu'il s'agit des humains, il n'y a pas de héros. Vanessa se demande si Kai veut prendre ce titre, mais Kai répond qu'il n'a aucune envie de devenir le héros de l'humanité. Kai a l'intention de lui montrer quelque chose, alors elle se demande s'il va lui montrer la force ou le potentiel des humains. Kai répond que ce n'est ni l'un ni l'autre, car il a l'intention de lui montrer l'esprit des humains. Ce monde n'a pas de héros pour les humains, mais Kai sera volontiers le représentant de l'humanité en combattant Vanessa. Vanessa ne se laisse pas impressionner par cette déclaration et invoque une attaque appelée Planète du Diable. Cette chose est gigantesque, mais Kai utilise son épée pour l'éliminer. Vanessa prépare une autre attaque terrifiante, mais Kai contacte les autres et leur demande d'éteindre les lumières. Les humains n'ayant pas de pouvoir magique, Vanessa ne peut pas les sentir dans l'obscurité, mais elle voit l'épée de Kai. Elle lance une attaque, mais il s'avère que Ren la tenait pour faire diversion. Kai apparaît derrière Vanessa et déclare qu'il s'est entraîné pendant 10 ans pour ce moment précis. Ren lui jette son épée et Kai déclare que le combat est terminé. Vanessa accepte sa défaite et Kai la transperce de part en part. À ce moment-là, Kai est choquée par le fait que Vanessa commence à se souvenir de Sid le prophète. Elle se souvient qu'il lui a dit que le monde allait être réécrit, et elle réalise maintenant que c'est de cela qu'il parlait. Sid parle de réincarnation du monde, mais cela signifie que quelqu'un est derrière tout ça, quelqu'un a réincarné le monde, et Kai doit trouver l'être qui l'a fait. Vanessa pense qu'il s'agit de l'un des 3 autres héros, et elle explique que Sid avait prévu l'étrange événement qui allait se produire dans ce monde. Elle révèle que Sid lui a confié l'épée parce qu'elle est la seule et unique clé pour corriger l'altération du monde. Kai est choquée car l'histoire dit qu'elle et Sid étaient des ennemis qui se sont combattus sans relâche. Vanessa admet avoir combattu Sid mais révèle que ce n'est pas tout. Il existe un code interdit caché dans le monde que Sid connaît, il s'agit du code 0, et c'est une magie dérangeante. Vanessa félicite Kai de l'avoir vaincu et reconnaît le courage qu'il lui a fallu pour lâcher son arme ultime. Vanessa salue sa planification intelligente et reconnaît la puissance de l'esprit humain. Vanessa commence à disparaître mais prévient Kai d'être prêt au cas où ils se rencontreraient à nouveau. Elle promet de le combattre en tant que succube la prochaine fois et disparaît. Kai est épuisé, mais il peut maintenant se détendre lorsque Ren lui annonce qu'il a gagné contre le héros des démons. On annonce aux autres groupes rebelles que Jeanne et son armée ont repris la capitale royale et vaincu le héros des démons. Kai pensait qu'il était arrivé quelque chose à Ren et lui, mais en réalité, c'est le contraire, il est arrivé quelque chose au monde, et ils sont les 2 seules personnes à ne pas avoir été touchées. Ren veut juste que les choses redeviennent comme avant, et Kai est d'accord. Jeanne remercie Kai d'avoir aidé l'armée rebelle, mais elle sent bien que quelque chose ne va pas. Kai n'est pas sûr de pouvoir vaincre Vanessa s'il la revoit, mais Jeanne veut qu'il fête sa victoire. Grâce à lui, les humains pourront reconstruire la ville encore mieux qu'il y a 30 ans. Jeanne laissera cette responsabilité à ceux qui étaient là il y a 30 ans, car elle révèle qu'elle va quitter Urza. Elle explique ensuite que 3 fédérations ont été prises en charge, une par les célestes, une par les esprits et une par les bêtes mythiques. Un groupe de rebelles se bat contre chacune d'entre elles, et Jeanne va travailler avec eux pour déployer une opération d'envergure. Vaincre le héros des démons ne manquera pas de provoquer l'émoi des autres races, aussi Jeanne souhaite-t-elle que Kai et Ren l'accompagnent. Avec leur aide, elle espère réussir ce que les humains du monde de Kai ont fait. Jeanne demande à Kai de se battre à leur côté pour terminer la grande guerre des 5 races. Elle se demande pourquoi Kai est si silencieux, alors il lui explique qu'il est émerveillé par elle. La Jeanne de son monde a toujours été ambitieuse, mais elle a aussi un côté enfantin. Elle parlait toujours à Kai de choses personnelles et réfléchissait aux cadeaux à offrir à ses amis. Jeanne n'arrive pas à croire que cette facette d'elle-même existe,
et Kai promet de lui en dire plus quand ils auront le temps. Kai accepte de se battre aux côtés de Jeanne, mais il lui demande aussi de le soutenir dans son combat contre les 3 héros restants. Ils sont tous deux d'accord pour mettre fin à la guerre des 5 races ensemble, et Ren dit qu'elle s'engagera juste pour être aux côtés de Kai. Plus tard, les troupes n'arrivent toujours pas à croire qu'elles ont réellement repris la capitale royale. En l'absence de Sid, Kai jure de mettre fin lui-même à la grande guerre des 5 races, puis de découvrir qui est à l'origine de la réincarnation du monde et de remettre les choses en ordre. Un peu plus tard, nous voyons Ren fuir quelqu'un et un type l'aider. Ren se réveille de ce rêve et nous apprenons que notre groupe se dirige vers une autre fédération. Des demandes d'aide arrivent d'autres pays, et Jeanne est l'espoir de l'humanité en ce moment. Un retour en arrière, juste avant qu'ils ne quittent la capitale, montre qu'un démon est apparu devant eux. Elle était contrariée qu'ils aient vaincu sa sœur Vanessa, et elle a attaqué Kai. Ren l'a arrêtée et la démone a expliqué qu'elle voulait juste saluer les humains. Elle s'appelle Inmaril, et Kai se demande si elle est plus forte que Vanessa. Inmaril leur a assuré qu'il n'aurait pas gagné si elle avait été là, et Kai a supposé qu'elle était là pour se venger de Vanessa. Inmaril a bien ri, car même si elle aime sa sœur, le fait qu'elle ne soit plus là signifie qu'elle est la première. Elle passe aux choses sérieuses et explique que si les démons décident de s'unir, ils pourront facilement récupérer la capitale royale à tout moment. Les démons font exprès de leur laisser la capitale royale parce qu'ils veulent faire une pause dans les combats. Kai a vu clair dans son jeu et a compris que les démons craignaient de se retrouver vulnérables face aux 3 autres races. Inmaril leur proposa de garder la capitale à condition que les démons puissent conserver tous les autres territoires. Kai accepta d'informer le commandant, et Inmaril demanda simplement à Ren d'arrêter de la regarder. Inmaril promit de les encourager, mais Kai savait qu'elle voulait juste qu'ils se battent entre eux. Inmaril réalisa qu'elle s'était fait prendre et promit de vaincre les humains un jour. Elle les avertit de l'existence d'une héroïne céleste nommée Alfreya et s'en va. De retour au présent, notre groupe discute de la façon dont il va affronter les célestes. Les célestes sont des elfes, des nains, des fées et des anges. Ils sont plus lâches et plus rusés que les humains, et ils créent de puissants objets magiques qu'ils utilisent au combat. Les démons sont considérés comme des monstres, mais les célestes sont considérés comme des humains améliorés. Notre groupe se prépare à trouver une aire de repos, mais Ren sent qu'une bête mythique est au-dessus d'eux. C'est incroyablement étrange puisqu'ils sont toujours en territoire démoniaque, alors Kai dit à tous les membres de leur convoi d'avancer à toute vitesse. Les troupes tirent sur le dragon, mais celui-ci se contente d'attaquer leur convoi. Kai et Ren font équipe pour utiliser une attaque puissante, et ils parviennent à effrayer la bête. Après avoir sauvé les autres troupes, toute l'armée arrive à l'aire de repos. Ce soir-là, Kai dit à Ren qu'il y a une tente pour les femmes soldats, mais elle refuse de partir. Jeanne arrive et Fallon emmène Kai dehors pour lui parler. Elle montra la garde à l'extérieur tandis que Kai montra la garde à l'intérieur de la tente. Fallon craint que les gens ne découvrent que Jeanne est une femme si elle reste trop près d'elle, alors il vaut mieux que ce soit Kai qui soit à ses côtés. Jeanne devra enlever son armure pour dormir, et elle prévient Kai de ne pas avoir de drôles d'idées. Kai retourne à la tente et découvre que Ren est en train de masser Jeanne. Faire semblant d'être un homme est assez difficile, alors Jeanne prend vraiment le temps de se détendre. Kai n'arrive toujours pas à croire qu'un dragon est apparu, et il suppose qu'il était là pour repérer les lieux après la nouvelle de la défaite du héros du démon. Jeanne explique qu'ils se sont assurés que la capitale royale était bien protégée avant de partir, et qu'il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter d'une éventuelle attaque. Jeanne devient très sérieuse car elle a quelque chose d'important à dire à Kai, mais il s'avère qu'elle se tourne et se retourne dans son sommeil. Quelques instants plus tard, Kai est très mal à l'aise car il ne peut pas dormir avec les filles agrippées à lui. Le lendemain matin, Kai est épuisé, et il fait semblant de ne pas avoir pu dormir à cause du stress lié au fait d'être le garde du corps de Jeanne. On annonce qu'ils vont bientôt franchir la frontière, ce qui signifie qu'ils ont enfin atteint la Fédération basse. Leur destination est le quartier général de l'armée rebelle dans une ville située juste à l'extérieur de la Fédération basse. Saki se prépare avec une arme car il est crucial de frapper en premier s'il rencontre un céleste. Leurs armes sont plus efficaces contre les célestials que contre les dragons, mais Kai rappelle toujours à Saki qu'elle doit respirer profondément avant de tirer. Les humains et les célestials se ressemblent beaucoup, Kai lui dit donc de faire attention avant de tirer sur quelqu'un. Ren montre un fruit qu'elle a trouvé, mais Kai se demande s'il est empoisonné. Ren ne pense pas que ce soit le cas parce que ça chatouille un peu quand elle le mord, mais Kai panique parce que c'est probablement du poison. Ce n'est pourtant pas la première fois qu'elle en mange, puisqu'elle en a déjà mangé dans la forêt des elfes. Jeanne explique que le fruit est là à cause de l'invasion céleste. La ville humaine a été enterrée en même temps que la forêt elfique. À ce moment-là, notre groupe remarque qu'il est accueilli par des civils. Un conseiller de la Low Rebel Army les accueille et se présente sous le nom de Zephen. Ils ont appris que Kai avait vaincu le héros démoniaque, ce qui a donné beaucoup d'espoir à toutes les troupes. Zephen a un passé avec Fallon, et il est surpris d'avoir vécu assez longtemps pour la revoir. Ils se rendent ensuite tous chez Dante, le commandant des bas rebelles. Ce dernier est le descendant d'une famille royale et se fait appeler empereur. Fallon sait tout sur ce type, et elle explique qu'il est très envieux, méfiant et obsessionnel,
et que c'est pour cela qu'il considère Jeanne comme une menace. Le groupe est accueilli par l'assistante du commandant, Kubiri, qui explique qu'elle doit être présente chaque fois que quelqu'un veut parler au commandant. Le commandant Dante se plaint de leur retard et Jeanne lui explique qu'ils ont dû s'occuper du dragon. Ce grossier personnage ne veut pas entendre d'excuses et se met directement au travail. Il sait que l'armée de Jeanne a vaincu le héros démoniaque, et il suppose qu'elle a l'intention de s'approprier encore plus de gloire en volant l'armée des bas rebelles. Jeanne explique que la basse armée a demandé son aide, mais que Dante n'y est pour rien, ses assistants l'ont appelé à l'aide sans sa permission. Jeanne souligne que les Célestials doivent être éliminés, et peu importe qui s'approprie la gloire. Elle donne quelques conseils à Dante, mais il se fait insulter parce qu'apparemment les empereurs n'ont pas besoin de conseils. Jeanne lui donne quand même un conseil et lui explique que ce n'est pas eux qui décideront des honneurs qui seront accordés après avoir vaincu les Célestials. C'est le peuple qui décidera, alors tout ce qu'ils peuvent faire, c'est se comporter de manière à mériter le respect. Zéphen montre ensuite à tout le monde une carte des territoires inexplorés où résident les Célestes. Ils ne savent pas où se trouve le héros des Célestials, et tout le monde est choqué lorsque Jeanne déclare qu'elle va mener les recherches. Dante est manifestement contrarié, mais Jeanne demande quand même si elle peut emprunter les soldats d'élite de son armée. Dante se moque d'elle parce qu'elle va au front, mais elle explique qu'elle choisit de prêter sa vie à ceux qui continuent à se battre sur cette terre. Les troupes sont en admiration devant elle, mais Dante n'est manifestement pas content. Ce soir-là, Ren attend avec impatience que le dîner soit prêt, mais les autres se demandent si la soupe qu'elle a préparée sera vraiment comestible. Ashuran commence à parler de l'assistante qu'ils ont rencontrée plus tôt, mais cette fille met Ren mal à l'aise. Le lendemain, Jeanne et les troupes arrivent à la forêt des elfes. De retour à la base, Dante pense toujours que Jeanne est un homme, et il déteste la témérité de Jeanne. Kubiri, bien sûr, est d'accord avec lui en disant que les généraux doivent rester à l'arrière du camp lorsqu'ils commandent l'armée. Kubiri dit au commandant de ne pas se préoccuper de Jeanne et de son imprudence, et Dante la félicite d'être sa seule subordonnée digne de ce nom. Un peu plus tard, Jeanne revient à la base avec suffisamment d'informations pour créer une carte. Les repérages étant faits, ils peuvent organiser une réunion stratégique le lendemain matin. Phalon est contrarié par le fait que Jeanne soit partie en expédition sans elle, mais Kai lui fait remarquer qu'elle l'a fait pour gagner la confiance de la basse armée rebelle. La réunion stratégique a lieu le lendemain, et tout le monde s'étonne lorsque Jeanne révèle qu'elle a trouvé des empreintes de pas célestes près de certains itinéraires de patrouille. Elle souhaite explorer à nouveau le territoire des Célestes afin de planifier une stratégie d'invasion, et demande donc à tout le monde de coopérer. Ren est impatient de combattre des anges et des elfes, mais Jeanne lui déconseille de s'aventurer en territoire ennemi. Ren accepte d'attendre, mais elle remarque qu'elle n'a pas vu Kubiri dans les parages. Dante n'est pas là non plus, mais Kai suppose que c'est parce qu'il ne se soucie pas beaucoup d'être sur le terrain. Ailleurs, Dante est occupé à se défoncer et à s'énerver contre le fait que Jeanne ait pris les choses en main. Kubiri a une solution, cependant, et explique que Dante doit simplement accomplir quelque chose de plus grand que Jeanne. Elle lui remet une note indiquant ce qu'elle a en tête et déclare que s'il réussit, il retrouvera sa gloire. Plus tard, Zéphen est choqué d'apprendre que Dante va personnellement conduire les soldats dans la forêt des elfes. Dante dit qu'il a déjà quelqu'un qui explore la forêt des elfes pour lui, mais c'est la première fois que Zéphen en entend parler. Zéphen craint que cela n'entraîne des problèmes avec la force rebelle de Jeanne, mais Dante lui rappelle qui est le patron. Dante permet à Zéphen de le rejoindre mais lui demande de ne rien dire à Jeanne. Ailleurs, Ren hésite à dire quelque chose à Kai car elle craint que cela ne cause des problèmes. Kai lui dit de cracher le morceau, et Ren lui révèle qu'elle ne pense pas que Kubiri soit humain. Dans les bois, nous voyons qu'un massacre vient d'avoir lieu. Certains elfes sont choqués car le héros des Célestes a décidé de les trahir. Ils détestent toutes les autres races, mais ils pensent aussi que les elfes, les nains et les fées ne sont pas nécessaires. Les elfes pensent qu'Alfreya est devenu fou et se demandent qui est le monstre qui se cache derrière lui. Le héros leur répond qu'ils n'ont pas besoin de le savoir car, à partir de maintenant, ils auront les liens avec eux. Les elfes sont tellement choqués qu'ils ne peuvent plus bouger, alors le héros les attaque. Il gèle l'elfe aîné et l'autre tombe à terre. Quelque temps plus tard, elle se réveille, paniquée, et possède une sorte de télépathie qui lui permet d'entendre les autres elfes inquiets. Ils veulent désespérément savoir où se trouve l'ancien, mais elle les calme et leur dit de se rassembler pour une réunion. Elle s'appelle Reren et on lui dit que son groupe a capturé des humains. En jetant un coup d'œil à notre groupe, nous constatons qu'ils n'ont pas réussi à contacter Dante depuis la veille. Il était assez étrange qu'il charge dans la forêt, et Kai suppose qu'il a été incité par quelqu'un. Il pense que Kubiri est un espion elfique, car les elfes peuvent facilement se déguiser en humains en cachant leurs oreilles. Comme il y a peut-être d'autres espions elfes dans l'armée, Jeanne décide qu'ils devront enquêter eux-mêmes. Elles finissent par trouver le lieu d'une bataille, ce qui montre clairement que Dante et les autres sont tombés dans un piège. Le piège semble évident puisqu'il s'agit d'un cercle magique géant, mais Kai révèle que le véritable piège se trouve au-dessus d'eux. Le piège est difficile à voir à cause de la lumière du soleil, mais Kai sait depuis son ancien monde que les elfes aiment utiliser plusieurs pièges à la fois. À ce moment-là, Ren chuchote à Kai qu'elle sent quelque chose à proximité, et qu'elle pense qu'il s'agit d'un elfe.
Il se dirige dans cette direction, et Kai dit aux autres que Ren a suivi un entraînement spécial pour sentir la magie. Ils arrivent à l'endroit d'où provenait l'odeur et sont tous stupéfaits d'être transportés quelque part. Saki accuse Ashuran d'avoir été un peu trop tactile avec elle, mais il lui fait remarquer qu'elle s'est servie de lui comme d'une plateforme d'atterrissage. Ils semblent se trouver dans la forêt des elfes, et Kai explique qu'ils viennent de franchir une porte céleste. C'est alors qu'une fille étrange apparaît et supplie un papillon d'être son ami. Falon conseille à tout le monde d'être prudent, car la fille est certainement une céleste, et la fille tombe sur Ashuran. Il essaie de lui demander d'où elle vient, mais elle se demande pourquoi elle ne sent aucune magie venant de lui. Ashuran lui explique que c'est parce que ce sont des humains, mais la jeune fille s'enfuit de peur qu'ils ne la mangent toute crue. Notre groupe la suit, et ils sont accueillis par des archers. Kubiri apparaît pour les empêcher de tirer, et elle exprime son incrédulité quant au fait qu'ils aient pu activer la porte. Jeanne la traite carrément d'espionne et demande à savoir où sont Dante et les autres. Kubiri révèle qu'ils sont vivants, mais qu'ils ont inhalé le pollen de certaines plantes paralysantes et qu'ils ne pourront pas bouger pendant quelques jours. Jeanne exige qu'elle libère les otages, mais Kubiri a d'abord une requête à formuler. Elle reconnaît qu'ils ont vaincu le héros des démons, alors Kubiri leur demande de combattre les anges pour elle. Notre groupe est choqué car ce sont tous deux des célestes, mais Kubiri explique que les anges les ont trahis. Notre groupe est emmené voir Reren, qui leur explique qu'ils sont les premiers humains à entrer dans le village des elfes. Reren remarque que Jeanne porte une armure elfique. Jeanne explique qu'elle l'a récupérée après avoir vaincu des démons qui l'avaient volée aux célestes. Reren n'y voit pas d'inconvénient car Jeanne ne l'a pas volée elle-même à un elfe, et elle leur propose un contrat. Reren accepte de libérer les otages, mais en échange, elle veut qu'il sauve le grand ancien du héros céleste nommé Alfreya. Kai connaît ce nom, mais Reren dit qu'Alfreya a changé. Il a toujours été chaleureux et doux, mais pour une raison ou une autre, il a exigé que les elfes, les nains et les fées deviennent les serviteurs des anges. Reren et l'ancien sont allés lui parler au nom des autres célestes, mais il a refusé de parler et Alfreya a capturé l'ancien. Reren les guidera dans leur voyage, mais ils devront surtout le faire eux-mêmes. Falon veut avoir la preuve qu'il ne s'agit pas d'un piège, car ils auraient de gros ennuis s'ils tombaient dans une embuscade tendue par des elfes et des anges. Kubiri choque tout le monde en disant qu'elle ira avec eux et que s'ils sentent que quelque chose ne va pas, ils pourront mettre fin à ces jours. Falon rejette son offre et fait remarquer à juste titre que sa seule vie ne vaut pas 6 des leurs, plus celle des otages. Falon insiste pour qu'ils mettent plus de vie en jeu ou qu'ils offrent une vie qui a bien plus de valeur. Reren choque alors tout le monde en offrant sa propre vie. Kubiri tente de l'en empêcher, mais il est trop tard, car Reren a déjà décidé d'accompagner les humains. Voulant à tout prix éviter une guerre civile entre les célestes, elle demande au reste du groupe de ne rien faire. Elle renvoie les nains et les fées à leur poste, et tout le monde est choqué par la vitesse à laquelle ils se déplacent. Reren demande à la jeune fille Silky d'apporter des tulipes, et tout le monde s'assoit pour écouter les détails de son plan. Cette nuit-là, Reren s'aperçoit que Kai ne dort pas et promet de ne pas les attaquer pendant leur sommeil. Elle ne fera rien tant qu'ils sont encore sous contrat, et Kai accepte de se détendre. Reren a appris que Kai et Ren ont vaincu Vanessa, elle se demande donc si le pouvoir de Kai fonctionnera aussi contre le Seigneur du Ciel, Alfreya. Reren est sûr que Kai sera celui qui finira par combattre Alfreya, donc s'il ne peut pas gagner, tout le monde finira par mourir ensemble. Reren se prépare à partir, mais elle a encore une chose à dire, si Kai s'enfuit par peur pendant la bataille, elle éliminera toutes les personnes qu'il connaît. Kai a une question à lui poser et lui demande si elle connaît quelqu'un qui s'appelle Sid. Reren ne le connaît pas, alors elle s'en va. Kai réfléchit au fait que Vanessa semble être la seule à connaître Sid, et il se souvient qu'elle lui avait dit de trouver la personne à l'origine de la réincarnation du monde. Elle était sûre qu'il s'agissait de l'un des 3 autres héros, et Kai est donc impatient d'affronter le héros des Célestes, le Seigneur des Cieux, Alfreya. Le lendemain matin, Reren explique que le palais des anges se trouve en haut d'un arbre géant. Il y a plusieurs forteresses flottantes, mais elle leur assure qu'Alfreya se trouve dans celle qui s'appelle le palais des anges. Kai est impressionné par les mesures prises pour protéger ce palais, et il suppose qu'il s'agit d'une contre-mesure contre les humains. Reren explique que personne n'a peur des humains et qu'en réalité, il se méfie des démons, des esprits et des bêtes mythiques. Reren est impressionné par l'intrépidité de Kai et pense qu'il connaît un homme qui a affronté seul les 4 héros. Il se téléporte au palais, et Reren est choqué de voir un tas de corps sans vie. Tout le monde est encore en vie, mais elle n'arrive toujours pas à comprendre qui a pu faire ça aux anges. Kai ne le sait pas non plus, mais il fait remarquer que cela joue en leur faveur. Il se dirige vers l'intérieur du palais, et Jeanne se rend compte qu'ils auraient eu du mal à s'y retrouver si Reren n'était pas venu. Après une nouvelle téléportation, notre groupe doit esquiver l'attaque d'une personne qui leur dit qu'il pue. Reren est stupéfait car cette femme est connue sous le nom d'ange de guerre Vicious. Vicious lance quelques insultes à l'elfe et lui révèle que c'est elle qui a attaqué les anges à l'entrée. Elle les a traités d'imbéciles déloyaux qui refusaient d'obéir à Alfreya. Reren est alors horrifié lorsque Vicious déclare qu'ils vont bientôt éliminer l'ancien, car il servira de message aux elfes, aux fées et aux nains. Ce message est qu'ils sont inférieurs aux anges et qu'ils doivent s'incliner. Une bagarre éclate lorsque Falon attaque l'ange,
et Vicio est contrarié qu'ils aient amené des humains dans le palais sacré. Falon dit à Jeanne et à Kai d'aller de l'avant pendant qu'elle empêche Vicio de les poursuivre. Reren téléporte le reste du groupe plus loin dans le palais, mais ils sont attaqués par un autre ange. Il s'appelle Raffaello, et Reren s'attendait à le voir ici. Ren dit à tout le monde de continuer, et elle promet de ne pas perdre contre cette boîte de conserve géante. Raffaello admire le sacrifice de Ren, mais celle-ci affirme qu'elle n'a pas l'intention de perdre. Là-haut, Reren s'emploie à défaire plusieurs barrières qui protègent Alfreya. Jeanne révèle qu'elle voulait dire quelque chose à Kai. Elle s'excuse donc de l'avoir laissé affronter Vanessa lors de leur dernier combat. C'était le combat le plus dangereux, mais cette fois-ci, elle promet de se battre à ses côtés. Après avoir enlevé les barrières, Reren les téléporte une dernière fois. Ils trouvent l'ancien piégé et Alfreya apparaît devant eux. Ils se moquent des humains qui n'ont pas d'ailes et qui ne peuvent que regarder le ciel. Alfreya dit que les bénédictions viennent du ciel, mais que les anges sont les seuls à pouvoir les recevoir. Vicio continue d'attaquer les autres, mais elle est surprise de voir que l'épée de Phayon a été fabriquée à partir d'un croc de Drake. Il s'agit d'une arme incroyablement puissante, car son pouvoir est libéré par l'impact. La race céleste est douée pour créer ce genre d'objet magique, et elle en connaît donc un rayon. Vicio semble fier de ce fait, mais Phayon fait remarquer que son patron essaie d'imposer l'esclavage à ces mêmes célestes. Cela n'a pas de sens, mais Vicio dit que la raison d'Alfreya est juste quelque chose que les humains ne peuvent pas comprendre. De retour auprès de Ren, nous constatons qu'elle a réussi à endommager Raphaël. Il est surpris qu'elle ait pu percer sa garde divine aussi facilement, et il reconnaît qu'elle est une menace. Mais Ren voit bien qu'il ment, car en réalité, ses attaques ne lui font rien. Elle est frustrée par le calme de Raphaël et déplore que tous les anges méprisent les autres. C'est pourquoi les autres races leur semblent inférieures, et Raphaël se demande ce qu'est Ren. Ren explique qu'elle ne le sait pas, mais qu'elle ne veut pas le savoir non plus. Tout ce qui compte pour elle, c'est de rester aux côtés de Kai. De retour auprès de Kai, Alfreya décide qu'il est temps d'exécuter le grand ancien. Reren est attristée de voir à quel point Alfreya a changé, mais elle doit maintenant lui dire qu'il n'a pas le droit de diriger les Célestes. Elle doit l'en empêcher et déclare qu'elle l'enverra dans sa tombe. Les autres s'inquiètent lorsqu'Alfreya invoque une arme puissante pour l'attaquer, mais Kai utilise le détenteur de code pour la sauver. Tout le monde est stupéfait par son héroïsme, et Alfreya se demande si Kai est vraiment un humain. Kai le confirme, mais Alfreya ne comprend pas pourquoi un humain défendrait un elfe. La réponse de Kai est simple, s'il arrivait quelque chose à Reren, les elfes lui en voudraient. Alfreya ne comprend toujours pas, mais il remarque que l'épée de Kai n'est pas une arme ordinaire. Kai fait quelques flexions et explique que son épée a pu rivaliser avec Vanessa, la démon héros. Cela signifie qu'elle a aussi le pouvoir de rivaliser avec Alfreya. Cette déclaration fait bien rire Alfreya, qui se moque de la défaite de Vanessa face à une simple humaine. Alfreya n'arrive pas à croire que Kai ait une si haute opinion de lui-même, mais Kai lui fait remarquer qu'Alfreya n'est pas en position de traiter Vanessa d'idiote, principalement parce qu'elle n'essayait pas d'exécuter ses propres subordonnés comme Alfreya le fait. Alfreya a un sérieux complexe de Dieu, car il déclare que quiconque lui désobéit n'a pas le droit d'être son subordonné. Jeanne surprend tout le monde en transformant son arme en arc, mais son attaque est facilement arrêtée. Alfreya finit par en subir les dégâts, ce qui lui permet de comprendre qu'elle utilise un arc elfique. Alfreya la traite alors d'idiote, et il se demande si elle sait ce que signifie manier une arme elfique avec un corps humain. Jeanne, bien sûr, le sait, mais elle ne se soucie pas du fait qu'elle se vide de sa propre vie. Kai est stupéfait d'entendre cela pour la première fois, mais Jeanne dit qu'elle n'a pas le temps d'expliquer, que le plus important est d'abattre Alfreya. L'agacement d'Alfreya l'empêche de bouger pour sa prochaine attaque puissante, mais il est surpris de voir que Jeanne porte elle aussi une armure elfique. Alfreya se sent insultée par l'utilisation d'objets célestes par un humain et utilise sa petite cloche pour déclencher une nouvelle attaque. Reren montre un peu de son pouvoir avec une barrière protectrice, et elle déclare qu'elle refuse d'être redevable aux humains autant de fois. Kai pense qu'ils doivent libérer l'ancien pour rendre le combat plus équitable, et Reren le félicite d'être un humain si intelligent. Il se précipite vers l'ancien, et Alfreya tente de les arrêter. Reren utilise une autre arrière, mais Alfreya la détruit, si bien que Kai doit bloquer l'attaque avec son épée. Alfreya en a assez de Kai, mais ce dernier lui dit qu'il prend les humains trop à la légère. Reren tente héroïquement de sauver l'ancien, mais sa petite dague inutile se brise en 1000 morceaux. Reren n'en revient pas, car la dague était un trésor elfique. L'ancien est un être qui n'a d'égal que les héros, le cercueil qui l'enferme doit donc être très puissant. Tous les objets utilisés par Alfreya sont également très puissants, et elle se demande comment il peut utiliser tous ces objets magiques à la fois. Même en tant que héros, il devrait épuiser beaucoup de magie, mais il ne semble pas du tout affecté, alors elle se demande si c'est ce nouveau pouvoir qui l'a fait changer soudainement. Alfreya ne répond pas et dit simplement que ses raptures, son changement de personnalité est simplement la joie qu'il ressent à trouver un nouveau subordonné pour la remplacer. Tout le monde est alors horrifié lorsqu'Alfreya ouvre un portail et décide de leur montrer son nouveau subordonné. Kai n'en croit pas ses yeux, et Alfreya lui révèle que son subordonné est l'astérisé. De retour auprès de Ren,
Celle-ci a fort à faire alors qu'elle se fait détruire par Raphaël. Ses ailes s'abîment, mais cela ne fait que la mettre en colère. La puissance jaillit de son corps et elle porte une attaque très puissante. Phéion poursuit son combat et demande aux humains de détruire les ailes de Vicious. Leur balle manque de peu, mais Acheran parvient à la repousser avec une grenade. Phéion en profite pour s'approcher furtivement de Vicious et lui révèle qu'elle connaît son secret, ses ailes sont la source de tous ses pouvoirs. Vicious n'arrive pas à croire qu'elle connaisse son secret, et Phéion lui révèle qu'un homme d'un autre monde le lui a révélé. De retour auprès de Reine, elle est choquée lorsque Raphaël lui dit de se dépêcher et d'aller de l'avant. Il sait qu'elle est très puissante et qu'avec ses capacités, elle pourrait libérer le grand ancien. Raphaël n'a pas l'air d'un mauvais bougre, alors Reine se demande s'il n'a pas fait l'exprès de perdre et s'il ne faisait que la tester. Raphaël explique que depuis le jour où la personnalité d'Alfria a changé, Vicious et lui ont persévéré et attendu ce moment. Il dit à Reine de partir, et nous voyons que Vicious s'est rendu. Phéion se prépare à mettre fin à ses jours, et Vicious veut que Phéion s'excuse auprès de tout le monde pour elle. Elle est cependant surprise lorsque Phéion dit qu'elle a pu voir que Vicious se battait sérieusement. Vicious a pris Phéion à la légère en affrontant ses lames alors qu'elle aurait pu voler pendant tout ce temps. Les humains sont alors stupéfaits lorsque Phéion décide de ne pas mettre fin à ses jours. Là-haut, Alfria ordonne à Rhysée d'attaquer. Cette attaque est d'une puissance folle, car elle détruit tout sur son passage et fait voler Jeanne. Jeanne se ressaisit pour lancer une contre-attaque, mais Rhysée se défend. Nous voyons que c'est Reine qui a sauvé la vie de Jeanne, mais qu'elle a dû révéler ses ailes pour le faire. Jeanne veut une explication détaillée, mais elle décide d'attendre la fin de la bataille. Alfria traite Reine d'être dégoûtant, mais Reine est plus préoccupée par le fait de voir le dernier réveil. Kai interroge Alfria sur la réincarnation du monde, mais il n'a aucune idée de ce dont parle Kai. Kai pose alors des questions sur Sid, ce qui suscite une réaction. Alfria a du mal à se souvenir, mais il semble connaître le prophète Sid. Il commence à se souvenir d'avoir reçu quelque chose de cet humain, mais l'astre Rhysée l'attaque. Le monstre robot a détecté qu'Alfria a été influencé par le mot tabou, Sid, elle doit donc exécuter le code 0. Elle lance l'écrasement du héros, qui supprimera le code d'Alfria du monde. Tout le monde regarde avec horreur Alfria hurler à l'agonie après avoir été détruite. Alfria est finalement éliminée, et tout le monde se demande ce qui vient de se passer. Kai se souvient que c'est ce qui a failli arriver à Vanessa. Le last Rhysée s'en va, et tout le monde se demande si c'est vraiment fini. À ce moment-là, un pouvoir surgit de nulle part et Alfria réapparaît, mais il souffre énormément. Tout le monde dit à Reren de rester en arrière, et elle remarque que les ailes d'Alfria ont changé de couleur. Cette chose n'est qu'un avatar d'Alfria, et il initie les souvenirs du héros céleste. À ce moment-là, Kai se souvient que lorsqu'il a été téléporté pour la première fois, une voix a déclaré que le monde était en train d'être écrasé. Aujourd'hui, notre héros est en train d'être écrasé, et cela cause beaucoup de problèmes. Alfria Boat lance sa première attaque, et Ren s'efforce de la contenir. Il finit par percer, et les dégâts laissent tout le monde dans un état lamentable. Reren est stupéfaite car elle se rend compte qu'Alfria a pu utiliser la magie sans passer par des objets magiques. Alfria continue de dire que les cieux lui ont donné des pouvoirs, mais Reren essaie de le sortir de ses illusions. Elle lui dit qu'il n'est pas en train d'améliorer son pouvoir, mais qu'il est en train d'écorner sa vie. Les Célestes sont fiers d'utiliser leurs objets, mais Alfria l'a oublié et s'amuse à utiliser la magie sans eux. Alfria tente de la faire taire, mais Reren lui répond qu'elle n'est pas en mesure de se défendre. Alfria la choque cependant en utilisant une arme pour briser facilement son bouclier. Kai se précipite pour la sauver et reproche à Alfria d'avoir laissé tomber Reren. Elle n'a jamais cessé d'espérer qu'il revienne à la normale, mais Alfria n'est pas intéressée par les fantasmes d'un faible. Kai voit bien qu'il ne reste plus rien de la vraie Alfria, mais Alfria dit qu'un simple humain ne pourrait jamais comprendre. La seule chose que Kai comprend, c'est que cette Alfria n'est qu'une imitation reproduisant les pouvoirs du héros. Kai affronte Alfreya Boat et se rend compte que l'épée d'Alfreya se régénère instantanément à chaque fois qu'il la détruit. Cela explique pourquoi Alfreya a pu franchir les boucliers de Reren, ses épées étaient détruites après chaque bouclier, mais elles continuaient à se régénérer. Alfreya dit que c'est l'œuvre des dieux et déclare que les Célestes n'ont pas besoin d'exister dans ce monde. Kai fait remarquer que les héros sont censés se battre pour leur peuple, mais Alfreya n'écoute pas Kai parce qu'il vient d'une race faible. Kai déclare qu'il va montrer à Alfreya l'esprit des humains qui s'est développé à cause de cette faiblesse. L'épée d'Alfreya a atteint une taille gigantesque et il l'utilise pour attaquer, mais Kai parvient à la dévier à plusieurs reprises. Kai est clairement le meilleur épéiste, mais Alfreya a plus d'un tour dans son sac. Alfreya décide qu'il n'a plus besoin de son épée, et les filles paniquent quand Alfreya commence à s'attaquer à tout le palais flottant. Reren est déterminé à vaincre Alfreya maintenant, et demande à Jeanne de lui prêter main forte. Kai s'acharne sur le bouclier d'Alfreya et réussit à le percer. Alfreya est bouleversée, et Kai est étouffé. Kai se rend compte qu'il est en mauvaise posture, car Alfreya ne reprend pas ses esprits comme Vanessa l'a fait. À ce moment-là, Jeanne et Reren combinent leurs pouvoirs pour créer une flèche magique géante. Ils n'auront qu'une seule chance de la décocher, alors Reren dit à Jeanne de ne pas la rater. Jeanne lance l'énorme attaque,
dont la puissance est évidente, elle parvient à arracher la moitié du corps d'Alfreya, mais les filles n'ont plus d'énergie. Alfreya, furieuse, hurle vers le ciel, mais Kai comprend que c'est l'occasion de renverser la situation. Il utilise ses bras super forts pour retourner complètement Alfreya, et un dernier coup de poing l'achève. Le corps d'Alfreya est vidé de toute sa puissance et il est vaincu. Alfreya est conscient de l'ironie de la situation car, en fin de compte, c'est lui qui a perdu ses ailes et qui est tombé sur terre. Alfreya a finalement repris ses esprits, mais il est trop tard car l'endroit est sur le point de s'effondrer. Il avertit tout le monde de fuir et dit à Reren qu'il ne mérite plus d'être adoré par elle. Alfreya prend l'entière responsabilité de tout ce qui s'est passé, et il veut que Reren le dise à tous les Célestes. C'est exactement comme cela que les choses se sont passées avec Vanessa, et Alfreya révèle que Sid lui a confié quelques mots. Sid lui a dit que quelque chose était censé exister, bien sûr, Alfreya n'a aucune idée de ce qu'il voulait dire, mais il était évident que Sid était très frustré. Alfreya révèle également que la cause de la réincarnation du monde est la colère. Il dit ensuite à Kai qu'il le reconnaît, même s'il est humain, parce qu'il a risqué sa vie pour sauver un elfe. Alfreya pense que c'est cet acte qui a activé le code tabou. Il encourage Kai à présent, et lui demande de briser la haine qui rôde dans ce monde. Ce sont les derniers mots d'Alfreya, qui s'effondre et disparaît. Par la suite, toutes les personnes importantes sont en sécurité, mais les anges sont déçus de n'avoir rien pu faire. Kai se demande quand Alfreya a commencé à changer, et les anges lui expliquent que c'est au moment où l'Asterisé a surgi de nulle part. Ce dernier était son subordonné pendant un certain temps, et Kai se demande pourquoi il l'a attaqué. Le dernier risé est apparu pour la première fois lorsque Kai a sauvé Ren, et c'était comme si la chose la surveillait. Kai s'inquiète et se demande si la chose ne va pas s'en prendre de nouveau à Ren. Ren fait le même rêve qu'avant, et l'homme qui l'aide demande à l'Asterisé s'ils sont à l'origine de quelque chose. À son réveil, Ren serre Kai dans ses bras et se réjouit qu'elle n'ait pas été plongée dans un coma permanent. Ren est effrayée par l'arrivée de Jeanne, mais cette dernière lui fait remarquer qu'elle était là depuis le début et que Ren ne l'a pas remarqué parce qu'elle ne pense qu'à Kai. Jeanne lui rappelle qu'elle veut tout savoir, alors Ren explique qu'elle n'est pas humaine. Elle ne sait pas de quelle race elle est, et Kai s'excuse de ne pas l'avoir dit plus tôt à Jeanne. Jeanne fait remarquer que normalement, les non-humains sont brûlés sur le bûcher, mais Kai explique en quoi Ren est différente des autres races. Ren s'est battue à ses côtés lorsqu'il a affronté le héros démoniaque, et elle a même sauvé la vie de Jeanne. Jeanne ne peut nier sa noblesse, et Kai donne sa parole que Ren est du côté de l'humanité. Comme toujours, Ren dit qu'elle veut juste être aux côtés de Kai, mais cela lui fait du bien d'entendre que Jeanne lui fait confiance. Jeanne craint que le secret de Ren ne cause des problèmes avec les autres soldats, aussi décide-t-elle de n'en parler à personne d'autre. Les choses deviennent un peu bizarres lorsque Jeanne veut toucher les ailes de Ren et que cela finit par la chatouiller. Jeanne finit par la chatouiller encore plus, et Kai reste là à regarder. Un peu plus tard, nous voyons que l'aînée a été libérée et qu'elle a conclu un marché avec les humains. Pendant un an, ils acceptent de ne pas pénétrer dans leurs territoires respectifs. Jeanne en informe les rebelles et la trêve est officialisée. Les humains reçoivent des cadeaux et Jeanne est stupéfaite de voir que son arc, qui a été détruit, a été réparé d'une manière ou d'une autre. Kai n'en croit pas ses yeux lorsque Reren lui explique qu'il s'agit des balles que Kai utilisait pour annuler la magie. Reren en a parlé aux nains, qui s'y sont intéressés et en ont immédiatement fabriqué un grand nombre. Reren les a aidés en fondant le minerai dont elles sont faites, et elle espère que Kai les appellera les balles elfiques sacrées. L'Ancien remercie les humains car sans eux, les Célestes auraient plongé dans une terrible guerre civile. L'Ancien suppose qu'ils vont maintenant aller combattre les deux autres races, ce qui signifie qu'ils doivent traverser la forêt céleste. Ils auront besoin d'un guide, aussi l'Ancien décide-t-il de se faire accompagner. Jeanne est surprise par sa gentillesse, alors l'Ancien lui explique qu'ils veulent savoir ce qui a provoqué le changement d'Alfreya. Il y a 10 ans, Alfreya a affronté un intrus qui s'est avéré être le héros des bêtes mythiques, nommé Rat. L'un des anges les a repérés, mais il y avait quelque chose d'étrange, aucun d'eux n'avait de subordonné avec lui, et on aurait dit qu'ils étaient de connivence. Peu après, le Lasterisé est apparu aux côtés d'Alfreya, et tout a commencé à changer. Il est clair maintenant que l'Ancien veut aider leur expédition en échange de la découverte de la vérité. Reren la qualifie d'impitoyable car cela signifie que la personne qu'elle choisira pour accompagner les humains sera en fait un otage. Si l'un des deux camps rompt la trêve, la personne choisie sera la première à être éliminée. Reren se demande quel pauvre fou sera choisi, et l'aîné l'a choisi de façon choquante. Reren perd la tête car elle n'a pas été prévenue, mais c'est parce que l'Ancien vient de prendre la décision à l'instant même. Reren se demande pourquoi elle a été choisie, et l'Ancien lui explique que c'est parce qu'elle n'a pas bougé d'un poil du côté de Kai. Ren a un sérieux problème avec cela quand elle s'en rend compte, et elle accuse Reren d'essayer de lui voler Kai. Kai se contente de dire qu'il serait heureux que Reren les accompagne, et elle est horrifiée d'entendre que la décision de l'Ancien est définitive. Jeanne annonce la trêve à la petite armée rebelle, et Zéphant est heureux de l'apprendre. Dante, quant à lui, est préoccupé par autre chose. Maintenant que l'humanité a vaincu les démons et les célestes, elle ne sera plus prise à la légère. Cela signifie que les tactiques utilisées jusqu'à présent ne fonctionneront plus.
Les esprits et les bêtes mythiques vont changer leur perception des humains et les considérer comme une menace. Pour y faire face, les armées rebelles devront collaborer plus que jamais. Dante évoque ensuite le commandant de l'armée rebelle d'Ulan. Il est connu sous le nom de Roi Lion et s'appelle Balmain. C'est une vieille connaissance de Phayon, et elle dit que c'est un grand commandant. Le sensible Dante en déduit qu'elle ne le considère pas comme un grand commandant, et il s'énerve. Mais il se reprend et explique que la tactique de la surprise ne fonctionnera plus avec les autres races. Ils devront engager une bataille frontale, et donc établir une véritable alliance avec le Roi Lion. Phayon décide d'être direct et dit à Dante que s'il se débarrassait de son ego, il pourrait être un leader pour toute l'humanité. Dante dit qu'il laissera cela à Jeanne, mais elle n'a pas l'intention de jouer un rôle aussi important, tout ce qu'elle veut, c'est mettre fin à la guerre des 5 races. Ailleurs, un renard rencontre une héroïne des esprits nommée Kyoko. Ils sont tous deux déçus d'apprendre que les autres héros ont été vaincus, et ils blâment leur étroitesse d'esprit. C'est parce qu'ils ont tous deux résisté sans enthousiasme au dernier réveil et qu'ils n'ont pas réussi à le contrôler. Ce type s'avère être Rat, et les choses prennent une tournure folle. Kyoko l'accuse d'avoir menti sur quelque chose, et Rat déclare qu'il est temps pour la race des esprits de disparaître de ce monde. Kyoko prend la fuite, mais Rat la poursuit rapidement. Rat est incroyablement puissant, mais il sait que Kyoko n'est pas en reste. Elle réussit à piéger Rat dans une prison d'eau et à l'assommer. Elle manque de l'écraser, mais Rat peut compter sur l'astérisé. Ce dernier s'empare de Kyoko et la fait disparaître. Notre groupe se rend à la prochaine base rebelle et Reren nous explique pourquoi les routes sont si larges. C'est parce que des animaux appelés Okarachrin les empruntent. Ils apparaissent rarement, mais ils sont si énormes qu'ils pourraient rouler sur une voiture et la réduire en miettes. Tout le monde s'ennuie un peu de cette histoire, mais ils sont terrifiés d'entendre qu'ils pourraient être écrasés. Ils se demandent s'il est judicieux d'emprunter cette route, mais c'est le chemin le plus rapide. Ren a été contrarié pendant tout ce temps parce que Reren est assise à l'avant avec Kai, mais il n'y a rien à faire parce qu'elle donne des indications. Cela poserait un gros problème si les autres rebelles découvraient que Reren est une elfe, alors il prévoit de dire qu'elle n'est en fait qu'une professeure de la Fédération Io. Ses oreilles seraient un indice, mais Reren explique que son costume est doté d'une magie qui permet de dissimuler son identité. Reren affirme qu'elle est plus douée que Ren, mais cela ne fait que les pousser à se disputer. Reren annonce à tout le monde qu'il leur faudra encore 3 jours pour arriver à destination, et qu'ils devront donc s'arrêter dans un camp voisin. À ce moment-là, Falon remarque un endroit dans la forêt qui semble avoir été rongé par quelque chose. Elle craint qu'il ne s'agisse d'une bête mythique, mais cela ne devrait pas être possible puisqu'il se trouve encore sur le territoire de la Fédération Io. Ce n'était pas non plus le cas lors de l'attaque du dragon. Jeanne comprend donc que les bêtes mythiques ont commencé à franchir les frontières pour nous envahir. De retour auprès de Rat, celui-ci se moque de Kyoko qui s'est fait éclabousser partout. Il n'y a pas assez d'elle, alors Rat suppose qu'elle a réussi à s'en sortir juste avec son noyau. Rat prédit qu'elle va se rendre à un certain endroit, ce qui l'énerve, mais il se rappelle qu'il aura une autre chance de l'éliminer. De retour avec notre groupe, ils sont arrivés au camp, où tout le monde profite d'un bon bain. On dit que les sources guérissent les blessures, et ils se sentent très bien. Saki se demande si c'est vraiment normal qu'ils se reposent ainsi, mais Falon l'assure que oui, d'autant plus qu'ils ont été d'une grande aide lorsqu'ils ont combattu le héros des Célestials. Près d'une tente, Kai prétend que Jeanne est à l'intérieur et qu'il lui sert de garde du corps. En réalité, elle veut prendre un bain, mais il ne faut pas que les soldats découvrent qu'elle est une femme. Reren prend un bain avec elle, mais la taquine sur le fait qu'elle ressemble à une succube. Bien sûr, cela entraîne une nouvelle dispute, mais Jeanne le calme en lui expliquant ce dont elle a discuté avec Kai. Ils n'ont aucune idée de ce que signifie vraiment l'incarnation du monde, et il en va de même pour le détenteur du froid. Ce qu'ils savent, c'est que l'arme de Kai n'a pas été fabriquée par des humains, et Jeanne pense donc que Kai ne devrait plus l'utiliser. Mais elle se rend compte que son arme à elle n'est pas non plus fabriquée par des humains. Jeanne sacrifie sa propre vie en utilisant la technologie Elvin, mais elle a déjà pris sa décision. Kai se rend compte qu'il ne pourra jamais la faire changer d'avis, car même dans son ancien monde, Jeanne était têtue. Jeanne dit qu'elle se fiche de savoir si l'histoire de Kai est vraie, et que tout ce qui compte, c'est qu'ils puissent les aider dans leur guerre contre les autres races. Plus important encore, ils doivent en apprendre davantage sur le monstre du dernier réveil. C'est lui qui a infligé à Alfreya une blessure mortelle, et il est même apparu lorsque Kai a combattu Vanessa. Malheureusement, même dans le monde de Kai, il n'y a aucune information sur elle. Cependant, Kai a vu suffisamment de l'astérisé pour déterminer qu'elle doit surveiller les héros. De plus, ce qui la pousse à passer de la surveillance à l'agression des héros est probablement Sid, le nom du héros des humains qui n'existe pas dans ce monde. Il ne reste plus que quelques héros, et Jeanne se demande s'ils servent l'astérisé ou s'ils s'opposent à elle. Il y a beaucoup à apprendre, mais tout ce qu'elles peuvent faire, c'est continuer à combattre les héros.
Les filles conviennent qu'elles devront avancer avec prudence car on ne sait pas grand-chose sur le monstre qui a changé Alfreya. Elles devront se préparer à ce que le dernier réveil réapparaisse à chaque fois qu'elles combattront un autre héros. Ren révèle alors qu'elle est terrifiée par le monstre. Elle ne sait pas exactement pourquoi, mais ses jambes lui font défaut dès qu'elle le voit. C'est tellement grave qu'elle en devient paralysée. À ce moment-là, tout le monde est surpris par quelque chose qui secoue le sol. Il s'agit en fait d'une bête géante, sur laquelle les soldats tentent de tirer. Bien sûr, les tirs n'ont servi à rien pendant tout l'anime, et leurs efforts sont donc vains. Kai arrive et réussit à porter une attaque. Falon arrive peu après, et les deux décident de travailler ensemble. Ils se rapprochent rapidement pour porter une double attaque, mais la bête se contente de les repousser. Kai est presque piétiné, mais il esquive, et Falon aveugle le monstre avec un flashbang pour qu'il puisse s'enfuir. La balle Drake modifiée de Kai n'a pas fonctionné contre ce monstre, et il en conclut qu'il doit être plus fort que toutes les bêtes mythiques qu'il a vues. Jeanne arrive et ordonne aux troupes de battre en retraite. Kai explique que ce monstre est exceptionnellement fort, que leurs canons ne fonctionneront pas et qu'ils auront besoin de quelque chose de beaucoup plus fort. On lui répond qu'ils n'ont rien de plus puissant et qu'ils doivent donc gagner du temps pour que les troupes puissent s'enfuir. Jeanne n'est pas d'accord et demande à Kai comment ils peuvent vaincre la bête. Kai est choqué, alors Jeanne explique qu'ils ne peuvent pas être repoussés par ce monstre s'ils ont l'intention de vaincre le héros mythique. Kai est d'accord, et il révèle qu'il doit viser le front du monstre. Il possède une sorte d'organe magique et c'est le point vital du monstre. Ils le savent déjà, la vraie question est donc de savoir comment le détruire. À ce moment-là, Jeanne réalise qu'ils sont toujours en territoire céleste, et que quelque chose qu'ils peuvent utiliser devrait être à proximité. Le groupe lance son plan et demande à quelques soldats d'attirer l'attention du monstre. Lorsque le monstre s'approche suffisamment, Falon l'attaque et Kai utilise un spore de brouillard pour créer un écran de fumée. Ce brouillard empêchera le monstre de voir ou de sentir pendant un certain temps. Le monstre étant bloqué, Ren l'attaque avec sa magie. Cela permet à Kai de s'approcher et de tirer directement sur l'organe. Le monstre attaque immédiatement Ren, mais Kai parvient à la repousser juste à temps. À ce moment-là, Ren téléporte la bête au loin, et nous apprenons que c'était leur plan depuis le début. Il n'y avait aucun moyen de détruire l'organe, alors ils ont fait en sorte que le monstre soit téléporté à sa place. Ren explique alors que le monstre est en train de brûler sous l'effet de la chaleur magmatique du jardin des fleurs du purgatoire. À ce moment-là, Jeanne s'aperçoit avec horreur que Kai est blessé. Kai explique que le monstre a senti la magie de Ren, mais qu'il s'en est rendu compte trop tard. C'est pourquoi il a dû se sacrifier pour la sauver. Ren ne supporte pas de le voir ainsi blessé, mais Kai est heureux qu'elle aille bien. Ren arrive pour arrêter l'hémorragie et tout le monde retourne au camp. Pendant sa convalescence, Kai rêve d'une personne qu'il appelle depuis la forêt. Elle l'appelle l'enfant aimé par le destin et l'enfant rejeté par le monde. Elle dit aussi qu'il est celui qui a touché au code tabou. Kai se réveille en panique et nous apprenons que Jeanne et Ren ont fait le même rêve. Kai est surpris et révèle à tout le monde qu'il a déjà entendu la voix. Tout le monde se prépare à partir, mais on leur annonce un léger retard. Ashran ne sait pas pourquoi, et Saki se demande s'ils ont le temps de faire un autre plongeon dans les sources. Dans la forêt, Kai demande à Ren de l'emmener au bâtiment qu'il a vu en rêve. Ren lui répond que l'endroit n'est pas très spécial et qu'il n'y a que des statues à l'intérieur. Ren explique qu'elle y est déjà allée parce qu'elle a toujours été fascinée par les choses stupides que font les humains. Jeanne n'arrive pas à croire que les humains aient choisi un endroit aussi reculé pour construire quelque chose, et elle se demande si c'était vraiment eux. Il s'avère que Ren ne sait pas vraiment qui a construit l'endroit, elle a juste supposé que c'était les humains parce que les célestes ne l'ont certainement pas fait. Kai explique qu'il s'agit donc d'un mégalithe, une ruine spirituelle non analysée, une structure dont les origines sont totalement inconnues. Il y en avait plusieurs dans l'ancien monde de Kai, dont le cimetière où Ren et lui se sont rencontrés pour la première fois. Il s'agissait de bâtiments spéciaux destinés à sceller les 4 races, et dans ce monde, le détenteur du froid y était caché. Le groupe finit par arriver au bâtiment, et tout le monde est choqué d'entendre la voix. Celle-ci les incite à entrer et leur dit de ne pas avoir peur. Elle leur dit qu'ils ont enfin trouvé le centre du monde et qu'ils ont été choisis par le destin. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos.